Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines, est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous vous préparez des années compliquées à l'Assemblée. Il va falloir composer, il va falloir arbitrer, dialoguer, négocier avec d'éventuels partenaires, parce que vous n'avez pas la majorité absolue à l'Assemblée. Ce qui se dégage, c'est une configuration institutionnelle inédite. Elle était déjà inédite avec la réélection du président de la République sans cohabitation, mais là, en effet, avec des blocs assez puissants, en fait, chacun, avec le bloc de la majorité présidentielle qui est en tête quand même de ce scrutin. Il faut quand même le signaler, parce que parfois, on a l'impression dans le commentaire immédiat qu'on serait déjà sur une défaite. On est quand même mais on peut comparer à 2017 on est en tête de ce scrutin, mais oui, une configuration institutionnelle complètement inédite qui va obliger en effet à encore plus de débats au sein de l'Assemblée. Vous allez apprendre la Sénat. Démocratie, dit Madame Garnier. Alors, je crois que la démocratie, elle n'était pas en mal ces 5 dernières années. Preuve en est que moi, je l'ai vécu ces 5 dernières années au cœur de l'Assemblée nationale et qu'on a eu des débats. Après, ça va aussi renvoyer chacun à ses responsabilités sur quelles seront la nature des débats que nous aurons. Est-ce que ce seront uniquement des enjeux d'obstruction parlementaire pour ralentir le débat parlementaire et politique, ou est-ce que ce sera vraiment une logique de construction à un moment, parfois, y compris de compromis sur des projets que nous allons présenter. Un tout petit mot d'Andrea Cotara, porte-parole du Rassemblement national, avant qu'on parte sur le terrain. Pareil, score historique pour le Rassemblement national, c'est une victoire pour Marine Le Pen. Vous avez raison, Madame Ferrari. La semaine dernière, je disais qu'on allait probablement faire une entrée fracassante. Beaucoup autour de cette table, parfois les mêmes, souriaient. En réalité, c'est une entrée historique. Vous l'avez bien dit, puisqu'en 86, il y avait 36 députés à la proportionnelle. Aujourd'hui, c'est une entrée fracassante avec entre 60 et 100 députés. C'est-à-dire qu'en réalité, malgré tous les obstacles au présidentiel, le RN fait une percée avec 13 millions de voix. Malgré tous les obstacles, y compris de ce scrutin, qui est le seul et unique en Europe, eh bien, le RN fait une percée. Il y a une autre donnée très intéressante, c'est que non seulement on se renforce dans nos zones de force, bassin minier et le sud, mais aujourd'hui, c'est partout. Edwige Giaz est élu en Aquitaine, Jordan Guitton est élu dans le Grand Est, y compris dans ma région, en Isère, alors qu'on n'avait aucun parlementaire, en faisant une percée. Nous avons des territoires qui étaient historiquement à gauche, comme l'Ardèche, où apparemment nous sommes en tête lors des dépouillements. Par conséquent, la véritable opposition, je le disais aussi la semaine dernière, c'est le Rassemblement national. Car vous voyez, la NUPES, ça a été une sorte de mirage politico-médiatique, avec un Jean-Luc Mélenchon qui finalement n'est pas Premier ministre. Et on va passer du mirage, demain matin, au cannibalisme de gauche. Car moi, je les connais, ils vont aujourd'hui se battre pour savoir qui est leader. Donc, la véritable opposition, c'est Marine Le Pen, un tandem extraordinaire qui fait ses preuves avec Jordan Bardella. Et finalement, la stratégie du camp du peuple, aujourd'hui, on garde le mirage de surprise pour de cette soirée. Faire réagir dans un instant Julie Garnier. On va juste repartir sur le terrain. Élodie Huchard, vous êtes du côté du QG de Renaissance, le camp présidentiel. Morne soirée ou pas ? Eh bien écoutez, Laurence, moi ce que je peux vous dire, c'est que dans la salle, au moment des résultats, il y avait beaucoup de journalistes. On nous avait dit environ une centaine de militants présents. En réalité, dans la salle avec nous, ils étaient à peine une dizaine. Pas un seul bruit, à part les appareils photo finalement, au moment de l'annonce des résultats. On savait qu'il ne se passerait pas grand-chose, a priori, à ce QG ce soir. Pas de défilé de ministres comme la semaine dernière. Et forcément, avec les résultats que vous venez d'annoncer, il y a encore moins de chances qu'ils viennent. On nous disait en début de soirée, peut-être que certains passeront après la fête dans leur circonscription. Mais vous l'imaginez, on voit dans les équipes, l'ambiance n'est pas franchement à la fête, même s'il faut rester prudent. Un certain nombre de têtes éminentes du parti sont en très grande difficulté. On attend donc les résultats. On voit que les équipes sont relativement fébriles. Et pour l'instant, on attend. Est-ce que certains militants auront quand même envie de se rendre au QG ce soir ? En attendant, pour le moment, ça ne bouge pas beaucoup au QG de Renaissance. Merci beaucoup Élodie Huchard du côté du QG de Renaissance. On va aller voir à l'Élysée-Montmartre dans un instant Florian Tardif où les partisans de Jean-Luc Mélenchon sont réunis. Julie Garnier, c'est une soirée évidemment festive qui va se dérouler autour de Jean-Luc Mélenchon. Il va prendre la parole d'ici quelques instants. On l'écoutera en direct sur Europe 1 et sur CNews. Ah oui, tout à fait. Je vous laisse sans voix. Non, je pensais qu'on allait le rejoindre. Non, pas encore. Mais non, pour réagir effectivement sur les propos du Rassemblement national. Bon, alors, vous êtes un mirage qui va se dissiper, la NUPES va se dissiper. Je pense que le plus grand mirage qu'on connaît, c'est surtout leur travail à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le vrai mirage, et on l'a vu d'ailleurs pour les retraites. Et moi, surtout, les premières questions qui me viennent, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la suite, pour des dossiers concrets que les gens attendent. Par exemple, les retraites, s'il faut parler de celui-là. Est-ce que, Emmanuel Macron va s'entêter à vouloir faire passer la retraite à 65 ans ? Est-ce qu'il va continuer à refuser d'augmenter le SMIC ? Est-ce qu'il va bloquer les prix ? Qu'est-ce qu'il va faire pour le pouvoir
d'achat? Ça, ce sont des vraies questions. Aurore Berger. Parce que le premier projet de loi qu'on souhaite présenter, c'est justement sur la revalorisation du pouvoir d'achat. Est-ce que le RN ou est-ce que l'union de la gauche s'opposerait par exemple à la réindexation des retraites sur l'inflation? Est-ce que ça, vos parlementaires demain, des deux côtés, le voteraient? Est-ce que vous allez voter le triplement de la prime Macron sans impôt et sans charge? Je ne vois pas comment ça peut, dans le moment qu'on vit, ne pas faire consensus. Ça s'appelle pas charge, ça s'appelle les cotisations. Et donc vous êtes pour ou vous êtes contre? Mais est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors nous sommes pour aucune retraite en dessous de 1 500 €. Donc vous voyez, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais réindexation des retraites sur l'inflation, vous votez pour ou vous votez contre? Il n'y a pas de problème pour vous. Ce que je veux savoir, c'est par exemple, est-ce que vous accepterez... Vous êtes capable de répondre sur le premier projet de loi qui va être pour présenté? un projet de loi, il faut d'abord que vous acceptiez que le premier parti d'opposition soit à la tête de la commission des finances. Monsieur Bayrou, par exemple, s'est opposé à ça. Est-ce que vous êtes d'accord? De toute façon, il y a une logique institutionnelle qui fait que, de toute façon, la présidence de la Commission des finances revient à l'opposition. Et donc, on verra en fonction des résultats définitifs. Mais je pense que la logique institutionnelle fait que ça doit pouvoir revenir au premier bloc d'opposition. Donc, la France insoumise. C'est pas nous qui décidons de quelle est la principale opposition dans notre pays. On verra. Est-ce que le RN a 100 députés? Est-ce que la France insoumise en a 100 ou 105? J'en sais rien. Mais après, moi, je pense qu'il y a une logique institutionnelle. Moi, je joue le jeu des institutions. J'espère que vous le ferez aussi. Moi, j'ai vu sur la réforme des retraites 21 000 amendements. Monsieur Cotarac du Rassemblement national, vous voterez certains textes proposés par Emmanuel Macron? Pardon, mais d'abord sur les retraites, je crois qu'au-delà d'un chicaya technocratique, il y a deux philosophies différentes. On a le projet d'Emmanuel Macron qui était évidemment de faire un chacun pour soi, chacun sa retraite, une jungle entre les Français. Je vous réponds maintenant. Allez-y, monsieur Cotarac. Et par ailleurs, on a deux philosophies. La jungle d'Emmanuel Macron qui s'est gérée en plus par une multinationale américaine, c'est-à-dire qu'on privatise même notre système d'enchaîner les éléments de langage depuis et tout à l'heure. Et deuxièmement, nous avions la retraite à 60 ans, confirmée par le Conseil d'orientation des retraites, qui maintient le système du Conseil national de la résistance, à savoir que les Français sont une grande famille où les actifs payent les retraités. Malheureusement, on a ici un débat programmatique très intéressant, mais la NUPES a appelé à voter pour qui, Madame Ferrari, au présidentiel? Pour Emmanuel Macron, donc pour la retraite. Une voix pour Marine Le Pen, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, il a dit, pas une voix pour Marine Le Pen, mais faire barrage aussi à Marine Le Pen. En soi, la gauche a appelé à voter pour Macron, Pas une très bonne soirée pour Emmanuel Macron, Louis Dragnel, définitivement. On peut rappeler là, donc, Brigitte Bourguignon, donc, qui est la ministre de la Santé, donc c'est un ministère très important, surtout à la sortie du Covid, donc vient d'être battue. On peut rappeler donc que Christophe Castaner, maintenant c'est définitif, est battu, Richard Ferrand également. Donc on vous tiendra informé. L'actuel président. Et donc ça confirme vraiment la douche froide électorale. Alexandre Devecchio, un petit mot, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Quel enseignement vous tirez? Et là, il est 20h17, on est en direct sur CNews et Europe 1. On a une élection historique. Pour la première fois, vraiment une majorité relative. François Mitterrand, lui manquait quelques députés, mais là, ce ne sera pas le cas. Ce sera beaucoup de députés. Et une crise de régime, en réalité, qui se profilait depuis des années, qui n'est pas simplement liée à Emmanuel Macron. Je crois que même l'élection d'Emmanuel Macron était liée à une crise du régime, à une forme de ras-le-bol du peuple français par rapport à la manière dont il était gouverné. Il n'a pas su l'enrayer, Emmanuel Macron, et aujourd'hui, elle se prolonge. Une abstention massive et malgré tout, deux partis dits anti-système qui sont le cœur de l'opposition et qui réalisent tous les deux des résultats historiques. Donc ce sera très difficile à gouverner, mais ce qui est intéressant, c'est que ça remet un peu de démocratie au Parlement. On avait dit qu'il n'y en avait plus du tout sous Emmanuel Macron. On va enfin avoir des débats et Emmanuel Macron va être obligé de faire de la politique. C'est pas qu'il va apprendre la démocratie, c'est qu'il va faire de la politique, qu'il va être peut-être obligé de respecter un peu plus ses opposants et de trouver un consensus pour les Français. Il aura aussi peut-être la carte du référendum à jouer, qui est une carte risquée, mais qui lui permettra de s'adresser directement aux Français s'il en a le courage et la volonté. Bruno Jambard, notre partenaire sondage Opinionway, si on ajoute les voix qu'aurait ensemble, donc le grand ensemble d'Emmanuel Macron, aux voix des LR, est-ce qu'on atteint la majorité absolue, c'est-à-dire 289 voix ou pas? C'est encore tôt pour le dire, mais probablement pas. Probablement que ça ne suffira pas. Aujourd'hui, à cette heure-là, on est probablement un peu en dessous
si nos chiffres se confirment. C'est évidemment beaucoup de circonscriptions vont se jouer à quelques voix et ça va aussi dépendre de cela. Mais visiblement, il n'y a pas majorité absolue et il n'y a pas forcément de combinaison gagnante évidente ce soir quand on regarde le nouveau profil de l'Assemblée. Surtout une petite précision pour l'instant, même si tout est en train d'être affiné, il manquerait autour de 70 voix à Emmanuel Macron pour obtenir une majorité. Donc ça voudrait dire, on parlait tout à l'heure de la possibilité d'aller chercher des voix chez les Républicains, ça voudrait dire qu'il faudrait 95% des voix des LR pour pouvoir faire voter des textes. Donc en fait, il va avoir des besoins. Pour voter des textes, c'est un peu différent parce que la majorité absolue n'est pas forcément obligatoire pour voter un texte. Vous avez raison. Donc je pense que voter des textes au cas par cas, il peut y avoir une majorité qui se dégage. En revanche, une majorité absolue qui assurerait une forme de stabilité, qui garantirait contre toute motion de censure, aujourd'hui, elle semble difficile à obtenir. Voilà. Donc il faudra qu'il aille chercher des voix, non pas uniquement chez les LR, mais également sans doute du côté de la NUP. Des profils sans doute issus ça va être intéressant d'aller trouver des on a du mal à imaginer qu'il aille chercher des voix au Rassemblement national. Alors, on va partir du côté de l'Élysée-Montmartre, la salle où se réunissent les partisans de la NUPS, justement. Florian Tardif, vous êtes toujours sur place. On attend le discours de Jean-Luc Mélenchon maintenant. Oui, effectivement, Jean-Luc Mélenchon qui souhaitait prendre la parole en premier à l'issue de la divulgation de ces premières estimations que nous commentons maintenant depuis plusieurs minutes. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, vous pouvez lire sur le visage des militants, un large sourire militant qui célèbre maintenant cette victoire depuis plusieurs minutes. Comme vous pouvez le voir, un verre à la main pour certains. Pourquoi ? Parce que la NUPES, la France Insoumise et ses alliés de gauche ont réussi à transformer l'essai, car lors de ce premier tour de ces élections législatives, la NUPES était arrivée en tête dans 200 circonscriptions. Aujourd'hui, à l'issue de ce second tour, cette alliance des partis de gauche devrait disposer de 160 à 200 députés. C'est donc une victoire et une déroute pour le parti présidentiel, m'a analysé tout à l'heure un membre de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, je le cite, ne pourra pas gouverner seul lors de ce nouveau quinquennat comme il l'avait fait lors du précédent. Victoire certes, mais pas victoire totale. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon, à l'issue de ces élections législatives, ne sera pas nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. C'était l'ambition affichée depuis le début de ces élections législatives par le leader de la France Insoumise, qui ne dispose pas ce soir d'une majorité. Et dernier élément que je souhaitais vous communiquer, Laurence, à l'issue de ce second tour des élections législatives, les visages que je vous commentais tout à l'heure se sont fermés lorsque l'on a annoncé le score du Rassemblement national qui devrait disposer d'entre 70 à 90 députés à l'Assemblée nationale. On a déploré cette montée du Rassemblement national à l'Assemblée nationale ici, tout simplement parce que maintenant le Rassemblement national devrait disposer d'un groupe et d'un groupe conséquent au Palais Bourbon. Effectivement, vous avez raison de noter cela, Florian Tardif. Vous êtes du côté de Jean-Luc Mélenchon, on entendra le leader de la France Insoumise s'exprimer dans quelques instants. Hénin Beaumont, Gauthier Lebret, vous êtes sur place. Effectivement, il va y avoir un groupe extrêmement important pour le Rassemblement national à l'Assemblée, entre, je le disais, 60 à 100 députés dans nos estimations. Oui, jusqu'à 100 députés. Laurent, c'est tout à fait historique pour le Rassemblement national qui n'avait eu qu'une fois un groupe dans l'histoire en 1986, à l'époque de la proportionnelle, une trentaine de députés à l'époque. Aujourd'hui, on parle jusqu'à 100 députés. Je peux vous dire qu'il y a vraiment une ambiance de victoire. Ici, on dirait quasiment, et bien que Marine Le Pen a gagné la présidentielle, les militants rebaptisent, vous savez, la chanson « Vas-y Francky, c'est bon ». Ici, ils disent « Vas-y Marine, c'est bon ». Marine Le Pen, qui justement devrait arriver aux alentours de 20h30, je vous le disais, donc vraiment dans une poignée de minutes pour réagir. Elle est réélue largement dans sa circonscription. Elle avait fait plus de 50% au premier tour, donc c'est pas une surprise. Là, elle a fait largement plus de 60% au second tour. Marine Le Pen qui va donc faire son discours et qui s'apprête pour la première fois, elle aussi, de son histoire, à être la présidente d'un groupe à l'Assemblée nationale. Un groupe qui pourrait donc, on le rappelle, aller jusqu'à 100 députés. C'est tout à fait historique pour le Rassemblement national. Merci Gauthier Lebret. 20h23 en direct sur CNews et sur Europe 1. Second tour des législatives. Avec vous, Bruno Jambard de Pignonnet. On affine un petit peu les résultats qu'on vous donnait à 20h. Les fourchettes se resserrent
un tout petit peu? Voilà, les tendances sont exactement les mêmes, simplement on est en mesure de commencer à resserrer les fourchettes. Donc on sera sur 210 à 230 députés pour la coalition Ensemble, contre 175 à 200 pour la NUPES et les divers gauches qu'on a additionnés dans ce sous-total, 70 à 80 pour les Républicains, et puis 75 à 95 pour le Rassemblement national. Donc les tendances sont exactement les mêmes, simplement on peut commencer à voir de manière plus serrée ces tendances se dessiner. Julie Garnier est avec nous de la France Insoumise. Est-ce que votre joie d'avoir remporté un grand nombre de sièges, là on parle de 175 à 200 sièges pour la NUPES, est tempérée par le fait que le Rassemblement national va arriver avec un groupe extrêmement important en face de vous à l'Assemblée? Alors déjà, commençons par l'essentiel, c'est de remercier tous les militants qui se sont investis dans toutes les circos de France. Et ça, c'est quand même une vraie qualité de travail, et on a vu et on va voir encore de nouveaux visages apparaître. On a vu qu'à 17, il y avait de belles personnalités, donc j'attends de voir ce que ça va donner avec un groupe qui se rapproche de 200. Pour l'instant, selon les projections, on verra après exactement le chiffre exact, mais je pense que ça va être très intéressant de suivre le visage. Et sur le Rassemblement national? Sur le Rassemblement national, bien évidemment, c'est la mauvaise surprise, c'est toujours... C'est toujours un échec quand le Rassemblement national progresse, parce que malheureusement, les décisions qu'ils prennent, entre les discours et les actes, il faut toujours regarder les actes parce qu'ils parlent beaucoup mieux. Et les actes du Rassemblement national sont exactement à l'inverse des intérêts du peuple. Ces gens-là ne sont pas pour augmenter les salaires. D'ailleurs, Marine Le Pen s'est prononcée contre l'augmentation du SMIC. Donc comment est-ce qu'elle peut prétendre être pour le peuple alors qu'elle ne veut même pas augmenter et faciliter la vie de ceux qui ont le plus de mal à finir les fins de mois? C'est une hypocrisie. Andréa Cotarac, du Rassemblement national, vous pouvez répondre à Madame Garnier. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Madame Garnier, à savoir qu'il faut comparer les paroles et les actes. Les actes, c'est que la NUPES, M. Faure, M. Jadot, M. Roussel ont tous appelé à voter M. Macron et sont aujourd'hui déguisés en opposants. Donc oui, effectivement, entre les paroles et les actes, il y a une différence. Deuxième chose, l'information que je peux vous donner aujourd'hui, Madame Ferrari, c'est que pendant des semaines et des semaines, on a dit que Marine Le Pen était en vacances, qu'elle était absente, que M. Mélenchon serait Premier ministre, Parlez que la des NUPES... gens, monsieur, pour quelqu'un qui dit du Je vais vous en parler immédiatement, Madame. Aujourd'hui, Marine Le Pen sera présidente du groupe et d'un groupe conséquent de dizaines et des dizaines de députés. C'est la première chose. Deuxièmement, ce que je peux vous apporter comme information, c'est que ce sera un groupe soutenu par le Rassemblement national, puisque des personnes qui vont y siéger ne seront pas forcément membres du Rassemblement national. Ce sera un grand groupe de patriotes, de souverainistes, de gens qui... au-delà du simple qui aura au-delà du... RN. Je vais vous dire, par exemple, que M. Dupont-Aignan, par exemple... va siéger sous votre bannière. Tout à fait. Enfin, sous votre bannière. Non. Sous la sienne aussi, mais sous un groupe beaucoup plus large que ce qu'est le Rassemblement national. Pour le reste, pour le peuple, Madame, vous savez... Les gens, ils préfèrent effectivement, les soignants par exemple, préfèrent avoir une augmentation de salaire parce qu'ils sont en dessous de la moyenne européenne en termes de rémunération. Manifestement, là encore, vous aviez le choix entre M. Macron, la destruction des hôpitaux publics, et deuxièmement, l'augmentation des salaires soignants. Il y a quelques semaines, vous avez choisi Emmanuel Macron et la destruction des hôpitaux. Deuxièmement, Madame... Non, mais deuxièmement, Madame... Pas une voix pour vous. Mais j'ai entendu M. Mélenchon parler du droit d'asile pour M. Assange. Toujours pas le SMIC, j'ai pas ma réponse. Mais pardonnez-moi, M. Assange... Bon. Marine Le Pen proposait un droit d'asile pour M. Assange. M. Mélenchon a choisi... Sur le SMIC. Mais attendez, l'augmentation des salaires, c'est nous, notamment à l'hôpital. La baisse de la TVA à 5,5 pour les produits de première nécessité, c'est nous, parce qu'on a considéré, contrairement à vous, qu'on a vu la réalité, à savoir que 22 millions de Français ne pouvaient pas se chauffer. Et troisièmement, Madame, les actes, c'est notamment... ce que vous avez fait, abandonner la laïcité, abandonner la République, abandonner la France, notamment en manifestant avec les islamistes le 10 novembre. Ce qui va peut-être se passer à l'Assemblée, ça va être musclé pendant toute... Ah oui, je pense que ça va être musclé. Un petit mot sur les personnalités élues, pas réélues, Louis Alors, sur les ministres qui sont réélus ou élus, donc Elisabeth Borne a été élue avec 52% des voix, Gérald Darmanin a été élu haut la main, il y a Marc Fesneau, Damien Abad, la liste n'est pas exhaustive, donc il y en aura d'autres qui viendront, et donc ceux qui ont été battus, on peut le rappeler. Donc, alors il n'est pas ministre, mais président de l'Assemblée nationale, c'est quand même une fonction très symbolique et stratégique. Richard Ferrand dans le Finistère est battu, Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, est battue, Christophe Castaner, le président du groupe La République En Marche, est battu, Éric Woerth est manifestement également battu, Amélie de Montchalin, le comptage est encore en cours, mais pour l'instant c'est assez mal parti, et donc on vous tiendra informé des
des prochains résultats. Alexandre Devecchio. Oui, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, effectivement, on a beaucoup critiqué la campagne de Marine Le Pen. Moi, le premier, je reconnais que je trouvais qu'elle faisait une mauvaise campagne et elle fait un résultat très spectaculaire et très inattendu. Je pense que c'est le fait qu'elle a derrière elle un bloc sociologique extrêmement homogène, extrêmement déterminé et qui la suit même quand il n'y a pas d'élan autour de la campagne. Et ça va être intéressant à l'Assemblée nationale parce que ça va être un moment de vérité pour LR. On a vu d'abord que le barrage républicain est tombé sans doute ce soir, puisque dans les duels NUPES-RN, sans doute les électeurs de droite n'ont pas été faire barrage pour plébisciter la NUPES. Et maintenant, la droite va sans doute devoir choisir entre offrir 70 députés à Emmanuel Macron et disparaître, rester indépendant, ou parfois, sur des thématiques où ils peuvent avoir des points communs, faire front commun avec le Rassemblement national. Si on additionne les voix de la droite et de LR et du Rassemblement national, on voit qu'il y a potentiellement un groupe d'opposition aussi puissant que la NUPES. Donc là, on a peut-être une recomposition qui va s'opérer de la même manière qu'il y a eu une recomposition de la gauche, avec une gauche qui s'est recomposée autour de son aile la plus radicale de Jean-Luc Mélenchon. Si vous nous rejoignez en direct sur Europe 1 et sur CNews, les résultats de ce second tour des législatives, le groupe d'Emmanuel Macron aurait entre 210 et 230 sièges à l'Assemblée, mais il n'atteint pas la majorité absolue, il devra composer avec d'autres forces politiques. La deuxième force politique du pays ce soir, c'est la NUPES, 175 à 200 députés, avec les divers gauches qui sont comptabilisés là-dedans. Le Rassemblement national aurait entre 75 et 95 députés, score historique là aussi. Et les Républicains ont résisté, 70 à 80 sièges. Aurore Berger, c'est une mauvaise soirée pour vous, pour le président Macron. Certes, il a un grand nombre de députés, mais il n'a pas la majorité absolue, loin s'en faut. Et il va falloir aller chercher sur chaque réforme des alliés auprès de qui est-ce que vous irez Ce qui est certain, c'est que j'aurais aimé avoir des résultats plus larges. Je ne vais pas vous dire le contraire ce soir, ce serait mentir et ce serait une pure hypocrisie. Les résultats des ministres aussi. Après, ce que je souhaite, c'est que nous, on puisse être au travail tout de suite, qu'on puisse être au travail parce que nous sommes en tête sur des enjeux qui sont absolument essentiels. Encore une fois, dans ce qu'on a entendu tous tout au long de cette campagne, les questions prioritaires, c'était quoi ? C'était la question du pouvoir d'achat. C'est pas un hasard si le premier projet de loi qu'on souhaite présenter, c'est d'abord évidemment la revalorisation du pouvoir d'achat. C'est la question de la santé, l'accès à des soins du quotidien, l'accès à un médecin traitant partout sur le territoire. On a engagé des réformes essentielles, mais ça veut dire qu'il faut aller encore plus vite et encore plus loin, pas dans la démagogie de ce que j'ai entendu du Rassemblement national sur les soignants non vaccinés par exemple, mais au contraire sur des réformes structurelles qui redonnent envie aux soignants de s'engager dans ces métiers-là. Et puis le troisième point, c'est l'enjeu majeur de la transition énergétique et écologique. Après, comment on fait pour faire en sorte que ces réformes aboutissent ? C'est vrai, encore une fois, qu'on a une configuration politique et institutionnelle nouvelle et inédite. Mais pour nous tous, à la fois pour le bloc de la majorité présidentielle, mais aussi pour les autres blocs qui vont rentrer à l'Assemblée nationale. Est-ce que la NUPES va rester alliée avec 4 formations politiques en son sein et avec des divergences très notables quand on va devoir rentrer sur un certain nombre de sujets ? Quand on va parler de transition énergétique, que votera le Parti socialiste ou par exemple le Parti communiste sur l'enjeu du nucléaire, qui est quand même un point essentiel d'avenir pour notre pays, alors qu'eux, ils sont attachés et les insoumis, ils sont opposés. Donc on va voir quand même très vite que ce bloc qu'on dit uni, en vérité, il est aussi très fragile. Est-ce que les députés Rassemblement national nous feront l'honneur de leur présence à l'Assemblée nationale ? On les a très peu vus ces 5 dernières années. Est-ce qu'ils viendront ? Est-ce que Marine Le Pen, parfois, sera présente elle-même en tant que présidente du groupe ? Donc c'est aussi ça les questions qu'on va devoir se poser. Et je le redemande, puisque j'ai toujours pas eu la réponse. Est-ce que sur le premier projet de loi, réindexation des retraites sur l'inflation notamment, dégel du point d'indice pour les fonctionnaires, notamment les enseignants, triplement de la prime Macron, est-ce que oui ou non, les oppositions sont prêtes à le voter, ou est-ce que sur ce sujet-là, elles préféreront faire de l'obstruction ? D'accord, mais elles vont peut-être d'abord étudier le texte. Il y a quand même des points clés qui sont assez clairs. Il n'a pas été encore très très clairement présenté. Juste,